Donc Mounir Benchana, directeur de région Harmonie Mutuelle pour région Île-de-France, basé dans le 15e arrondissement à Blomé. Harmonie Mutuelle, première mutuelle de France, 5 millions de personnes protégées, 80 000 entreprises adhérentes. Je ne vais pas trop m'étaler sur HM. Nous, en tout cas en ce qui me concerne, j'ai plaisir à participer aujourd'hui, à vous accompagner de manière la plus vulgarisée qui soit sur des dispositifs qui sont mouvants, notamment en lien avec des évolutions législatives et de mise en œuvre. L'idée, c'est encore une fois d'être le plus clair, simple possible, sans rentrer trop dans le technique et le détail. Bien évidemment, on sera disponible post-réunion avec Mathias, à qui je passe la parole pour vous accompagner de manière plus approfondie, le cas échéant. Voilà. L'idée aujourd'hui, effectivement, c'est d'aborder des dispositifs importants, impactants, qui vont vous concerner ou qui vous concernent peut-être déjà sur des dispositifs d'épargne retraite et d'épargne salariale, en nous appuyant et faisant focus sur les dernières évolutions législatives en la matière, qui sont encore une fois impactantes et qui peuvent potentiellement aussi être structurantes au niveau de vos entreprises et de vos fonctionnements respectifs au sein de vos entreprises. L'idée aujourd'hui, c'est pas de se noyer dans le technico-technique, voilà. C'est d'essayer de mettre en lumière de manière la plus simple qui soit les différents items de ce principe, essayer d'illustrer de manière concrète chacun de ces items et potentiellement répondre à vos questions, le cas échéant, sur des situations potentiellement rencontrées au sein de vos entreprises, une nouvelle fois respectives. Donc pour revenir rapidement sur... j'ai mis un calendrier assez exhaustif pour vous rappeler que c'est un dispositif qui entre en vigueur début d'année prochaine, enfin, en tout cas dans la mise en œuvre pleine et entière. Mais c'est le fruit d'un processus législatif qui a démarré en 2023, notamment le 19 février 2023, avec l'ANI relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise. Pourquoi nos instances législatives ont voulu travailler, intégrer ce plan-là au niveau des évolutions et des nouvelles dispositions légales? C'est dans la continuité d'une démarche qui est une démarche plus globale d'optimisation du pouvoir d'achat et d'optimisation des rémunérations, notamment des populations et classes moyennes actives, en permettant, ou en tout cas en essayant d'accompagner les entreprises de manière la plus simple qui soit pour optimiser les rémunérations des salariés d'entreprise et accompagner tout cela de dispositions fiscales et sociales permettant justement de booster le sujet et surtout de faire en sorte que ce soit une réussite demain, puisque l'objectif, comme je vous l'ai cité, c'est un objectif d'optimisation du pouvoir d'achat et donc d'accompagnement d'une certaine classe de salariés au niveau de la population française. Au-delà de ça, c'est aussi un sujet qui vient en continuité de ce qu'on a pu vivre et connaître, Covid, post-Covid, gilets jaunes, post-gilets jaunes, voilà. Et notamment ce qu'on a pu connaître et vivre au niveau des propositions de nos gouvernants, au niveau de la fameuse prime Macron, que toutes et tous vous avez certainement dû aborder ou décliner au sein de vos entreprises respectives. Donc un processus législatif long, même si, quand on prend un peu de recul, c'est quand même, dans sa mise en œuvre, assez rapide, voire des fois les retours qu'on a de certaines branches, peut-être des fois trop rapides, puisque pas forcément accompagnés ou pas forcément balisés, j'ai envie de dire, pour pouvoir faire en sorte que tout le monde intègre bien les évolutions dans un schéma, ou en tout cas dans un processus qui est quand même complexe dans la mise en œuvre, et qui nécessite, en tout cas de mon point de vue, un accompagnement avec une proximité assez forte par des experts ou des spécialistes.
Voilà. Même si, encore une fois, vous verrez que sur le fond, c'est pas compliqué à intégrer et à comprendre, mais dans la mise en œuvre, il y a quand même quelques spécificités qu'il convient de bien prendre en considération pour éviter certains écueils et pour faire en sorte une nouvelle fois que le dispositif fonctionne. Ok, l'idée c'est que la mise en œuvre des premières mesures soit effective en 2024. Voilà, pour 2025 non, alors 1er janvier 2025 oui. Officiellement go, mais les premières mesures, on le verra tout à l'heure, peuvent être mises en place dès 2024. C'est le cas notamment des dispositifs de participation par exemple ou d'intéressement. Ok, 4 piliers au niveau de la loi sur le partage de la valeur. Le premier pilier, renforcer le dialogue social sur les classifications. Pareil, c'est un sujet qui revenait en boucle, ou en tout cas de manière assez importante sur les 4-5 dernières années. C'était des demandes assez importantes qui émanaient des diverses consultations du gouvernement. L'idée sur ce renforcement du dialogue social et sur les classifications, ça s'inscrit dans un projet plus global de simplification, de processus de simplification et d'évolution du modèle d'approche par rapport à ce dialogue social et prise en compte de manière pleine et entière de la parfaite réalité opérationnelle de chacune des entreprises et des branches. Faciliter la généralisation des dispositifs de partage de la valeur. Comme je vous le disais tout à l'heure, il faut que ce soit simple, facile à intégrer, facile à décliner. Simplifier la mise en place des dispositifs de partage de la valeur. Parce que, vous le verrez, il y a des choses qui existaient déjà, que vous connaissez déjà. C'est comment on l'appréhende, une nouvelle fois, et comment on arrive à le mettre en place de manière simple et fluide, pour que ça soit y compris par le salarié, y compris par le chef d'entreprise. Et développer l'actionnariat salarié, on va le voir, dans une logique d'efficience et de performance pour l'entreprise. Les 5 mesures phares, et c'est vraiment les 5 points à retenir, si vous avez quelque chose à retenir de cette matinée en priorité. Obligation pour toutes les entreprises de 11 à 49 salariés de mettre en place un dispositif de partage de la valeur à compter de 2025. Donc c'est ce que tu disais Florence. 1er janvier 2025, toute entreprise de 11 à 49 salariés doit mettre en place un dispositif de partage de la valeur. Quand je disais tout à l'heure que c'était pas forcément hyper bien accompagné par nos pouvoirs publics, et la traduction aujourd'hui opérationnelle consiste à dire que bon nombre d'entreprises soit ne sont pas forcément au fait, parce que TPE, voilà, donc pas forcément de personnes représentantes dans l'entreprise permettant de faire le lien. Et deuxième point, 1er janvier 2025, mettre en place un dispositif de partage de la valeur quand on connaît le travail important à faire en amont pour que ce soit intégré, encore une fois, compris et que ça soit efficient surtout, ça fait court. Ça fait court. C'est pour ça que je trouvais intéressant, on trouvait en tout cas intéressant qu'on puisse l'aborder dès aujourd'hui, pour vous donner ce fameux second semestre 2024, pour essayer d'appréhender, de consulter, d'échanger le plus possible sur tous les aspects de la loi, pour essayer de mettre en place quelque chose, encore une fois, d'efficient, et pas être dans ce qu'on a pu vivre. Il fut un temps avec la généralisation de la complémentaire santé, où il y a eu un phénomène assez important sur le dernier trimestre 2015, où toutes les entreprises ont sollicité des prestataires ou des organismes de protection sociale ou assureurs pour mettre en place une mutuelle obligatoire à destination des salariés. Mais ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que il y a eu un phénomène qui consistait à mettre en place la garantie pour respecter la loi. C'est-à-dire on met en place le panier de soins minimum pour être en accord avec la loi et pas être potentiellement une cible de redressement URSSAF ou de mettre en place des risques prud'homaux au niveau des entreprises. Et nous, acteurs mutualistes à l'époque, on a été extrêmement sollicités, Mathias était déjà là d'ailleurs, et on trouvait dommage de constater que parce que prise de conscience
des entreprises de la nécessité de mise en place un peu tardive, parce que manque d'accompagnement une nouvelle fois, dans la déclinaison de la loi et dans ce fameux processus qui consiste à accompagner et mettre en lumière très en amont, pour faire en sorte que ces dispositifs, qui sont ni plus ni moins, on le verra tout à l'heure, que des dispositifs qui favorisent l'attractivité et la fidélisation des salariés, puissent être déclinés de manière pleine et entière pour qu'on ait toute la puissance du dispositif qui prenne effet au niveau de l'entreprise et que ça soit vraiment une valeur ajoutée pour l'entreprise, pour le salarié, pour le chef d'entreprise. Et donc ce qui s'est passé sur cette généralisation de la complémentaire santé, c'est une mise en place obligatoire 1er janvier 2016. Donc on a mis en place le panier de soins minimum parce qu'on n'avait pas le temps, parce qu'on est en fin d'exercice commercial ou fin d'exercice comptable, et puis fin d'année aussi avec tous les goulots d'étranglement qu'on peut rencontrer au niveau des entreprises. Donc mise en place 1er janvier 2016 avec le panier de soins minimum, on est en accord avec la loi, puis on verra après peut-être si on upgrade les dispositifs ou les garanties mises en place. Là, ce qu'on souhaite, en tout cas nous, chez Harmonie Mutuelle, c'est prendre le sujet le plus tôt possible, très en amont, pour pouvoir accompagner nos entreprises en portefeuille dans un premier temps, les accompagner sur les principes législatifs et sur les principes de mise en place, tout en laissant bien évidemment la liberté et le soin pour chaque chef d'entreprise ou dirigeant chef d'entreprise de bien prendre le recul et le temps nécessaire pour la mise en œuvre. Qui est-ce qui contrôlera justement la mise en œuvre? C'est la Driette? C'est pas encore hyper acté aujourd'hui, voilà, mais il y a un fonctionnement. Du travail. Voilà, il y a un risque. C'est surtout l'URSSAF aujourd'hui qui va être parce qu'il faut le garant du cas. C'est ça, exactement. Et donc du coup, il y a des débats encore là-dessus sur qui contrôle quoi, entre ceux qui disent que les contrôles URSSAF post-généralisation de la complémentaire santé ont été exponentiels et qui prenaient pas forcément en compte la réalité du contexte au moment venu, et donc ça a créé un peu de crispation et un peu de tension sur 2016, 2017, 2018. Là, l'idée, c'est pas de reproduire les mêmes erreurs, et c'est d'essayer d'accompagner et d'être dans une forme de souplesse aussi, parce que ça reste de toute façon des dispositifs qui sont obligatoires certes, mais qui sont aussi conditionnés à santé financière de l'entreprise. Voilà. On ne va pas forcer l'entreprise qui ne va pas bien à mettre en place des choses. C'est pour ça qu'il y a quand même quelques garde-fous qu'on verra tout à l'heure. Ok ? Obligation pour toutes les entreprises de 11 à 49 salariés de mettre en place un dispositif de partage à valeur à compter de 2025. Possibilité pour les salariés d'épargner leur PPV. Alors vous allez en entendre parler très souvent, très régulièrement. La PPV, prime de partage de la valeur. Anciennement, prime Macron. Voilà. Possibilité pour les salariés d'épargner leur PPV dans le PEE ou le PERCOL, plan d'épargne salariale pour faire simple, et plan d'épargne retraite collective. Obligation dans tous les dispositifs d'épargne salariale d'avoir 2 fonds intégrant des critères extra-financiers dans le solidaire. Je ne rentre pas dans le détail, on va le voir après de manière assez simple. C'est souvent du PE et PERCOL, on le verra. Meilleure prise en compte des résultats exceptionnels dans les entreprises de plus de 50 salariés. Et création d'un nouveau dispositif collectif, plan de partage de la valorisation de l'entreprise. C'est les 5 mesures phares, c'est les 5 points les plus importants à intégrer à votre niveau, au niveau de la loi sur le partage de la valeur. N'hésitez pas s'il y a des questions, n'hésitez pas s'il y a besoin. Que ça, c'est obligatoire, mais si on veut mettre un dispositif, même si on est 5 dans l'entreprise, c'est possible. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Oui, effectivement, je ne l'ai pas précisé, c'est obligatoire pour les 11-49. En dessous de 10 salariés, bien évidemment, c'est aussi possible, et c'est assez fréquent d'ailleurs, et notamment sur des entreprises en SASU avec des dirigeants salariés. La première mesure, je vous ai fait volontairement le avant et le après. Le avant, vous aviez un dispositif CET, jour de congé non pris. Dorénavant, vous avez un dispositif qui s'appelle PPV, dans lequel viennent s'intégrer
vient s'intégrer ce fameux CET. Ok? Sur le principe, vous avez versement volontaire de l'épargnant, des dispositifs de participation, d'intéressement, d'abondement et de PPV. Les deux fameux supports que je vous citais tout à l'heure, obligatoires, c'est le PEE, plan d'épargne entreprise, et le PER, plan d'épargne retraite collective au sein de l'entreprise. On le verra en fait, c'est pour vous résumer de manière très schématique, vous avez des dispositifs de partage, et ces dispositifs vont venir s'intégrer, s'imbriquer dans les deux supports. Pourquoi? C'est principalement pour des problématiques, on va dire, ou c'est principalement pour des sujets fiscaux et sociaux, c'est-à-dire d'optimisation de la rémunération sur un axe fiscal et social. D'accord? Et vous le verrez, on vous essaiera de schématiser le plus simplement possible, mais c'est pour vous dire qu'en gros, la valeur s'imbrique dans les dispositifs, et si elle s'imbrique dans les dispositifs, c'est une optimisation sur un axe fiscal et sur un axe social pour le salarié et pour l'entreprise. Vous le verrez, on pourra sortir de ces deux dispositifs, mais par contre, si on sort de ces deux dispositifs, de ces deux socles, on perd toute la partie optimisation fiscale sociale. D'accord? On va le voir juste après. La mise en place d'un accord de participation. C'est important, la participation, on va le voir, il y a une règle de calcul que vous devez certainement connaître, qui fait un peu règle de calcul mathématique, maths sup, maths spé, mais qui est quand même extrêmement simple, on va le voir juste après. La participation, c'est la première possibilité d'optimiser, de s'inscrire dans les dispositifs de partage de la valeur. Qu'est-ce que la participation? La participation a pour objectif de garantir collectivement aux salariés le droit de participer aux résultats de l'entreprise. C'est une participation financière calculée en fonction du bénéfice net de l'entreprise qui constitue ce qu'on appelle la RSP, la réserve spéciale de participation, dans des conditions fixées par décret bien évidemment. La fameuse règle mathématique que je vous disais tout à l'heure, c'est ce qui va définir la RSP. D'accord? On va le voir juste après. La réserve spéciale de participation est calculée à partir d'une formule légale ou dérogatoire, on verra juste après. Et c'est ce que je vous citais tout à l'heure sur l'importance de dire qu'effectivement il y a des obligations de mise en place, mais il y a quand même des garde-fous. La santé financière de l'entreprise va conditionner bien évidemment la mise en place du dispositif. D'accord? Et la RSP justement vient garantir la possibilité financière de mise en œuvre. D'accord? Oui, vous avez une question? Oui, j'ai une question quand même. Par exemple, moi, dans mon entreprise, on n'est pas en situation financière pour l'instant pour se dire, ok, intéressement, etc. Est-ce que néanmoins, on est obligé de mettre en place le dispositif aujourd'hui en se disant, bon, en fait, la situation financière ne permettra pas en 2025 de verser les fonds. Néanmoins, on prend date et on a déjà le dispositif qui est en place pour le look. Vous avez les deux options. Vous n'êtes pas obligé. Ça, c'est le premier point. Vous n'êtes pas obligé. Puisque dans le détail de la loi, c'est quand même conditionné à 3 exercices comptables avec un minimum voilà. 3 dernières années. Exactement. Okay. Donc, là, si je reformule, là, si je ne remplis pas ces critères-là, je peux faire l'économie, entre guillemets, pour l'instant, de mettre en place le dispositif. Je ne suis pas obligé de le mettre en place, quand bien même je ne l'utiliserai pas. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Vous offrez la possibilité aux salariés de pouvoir d'ores et déjà anticiper sur la préparation de leur retraite ou que sais-je. En fait, voilà, c'est ce qui est intéressant, on va le voir après dans les différentes possibilités de mise en œuvre. Vous pouvez mettre en place les choses d'un point de vue structurel, sans que ça ait forcément un impact direct sur votre réseau, sur le fonctionnement de votre entreprise. C'est-à-dire que ça, entre guillemets, ça vous permet de gagner du temps aussi. Voilà.
le jour où ça se passe mieux financièrement pour votre entreprise, vous avez déjà le dispositif et vous pouvez agir sur des logiques d'actes managériaux. Voilà, c'est vraiment une démarche managériale, hein, on le verra juste après d'ailleurs. Ouais, et ça vous permet de gagner en efficience et surtout de ne pas être dans la fameuse réactivité qu'on peut connaître de « tiens, ça va mieux, faut que je consulte, que je mette en place ». On perd 6 mois en moyenne, donc voilà, c'est dans ce sens-là. Et donc je peux le faire, et moi c'est mon envie, mais je ne suis pas obligé de le faire. Non, pas obligé de le faire, tout à fait. À partir du moment où vous justifiez de ce que vous a dit Mathias en amont. Ok ? La RSP, c'est 50% de bénéfice net fiscal moins 5% de capitaux propres multiplié par la masse salariale, si vous voulez, et la valeur ajoutée. Ok ? L'objectif, c'est pas de rentrer dans le détail de la formule, bien évidemment. Vous serez accompagné dans la mise en place et dans le calcul, si besoin, par des experts. Voilà, dont Mathias. L'anticipation, mécaniquement, elle tombe si le résultat est zéro. Exactement, tout à fait. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est les fameux garde-fous qu'on dit. C'est la règle qui sera appliquée, c'est ce que je vous dis, c'est une règle de droit du travail, hein. C'est une règle officiellement inscrite par décret. Peut-être juste au partage de notre aparté, c'est que ce résultat, il peut être aussi optimisé ou diminué sur décision managériale. Exactement. 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 C'est pour ça que vous avez, enfin, il y a des garde-fous, mais vous avez de toute façon la main, hein, qu'on soit clair. Hein. C'est pas, enfin, dans la déclinaison, c'est pas un truc, c'est pas quelque chose de vertical. Hein. On vient, faut mettre et puis point barre. Ce qui avait été un peu le cas de la généralisation de la complémentaire santé d'ailleurs. Voilà. Là, vous avez la main de toute façon. Tout ce qu'on aborde ce matin, on va le voir juste après. Tout ce qu'on aborde ce matin, la base, c'est des principes managériaux. Vous avez la main, vous êtes patron, vous pouvez être acteur de la mise en œuvre et surtout dans la déclinaison, c'est-à-dire pour faire en sorte que ce soit efficient ou pas, selon la réalité aussi de vos entreprises. S'il y a un enjeu de fidélisation, un enjeu d'attractivité, un enjeu de management, enfin voilà, ça c'est votre rôle de chef d'entreprise de tous les jours et c'est heureusement d'ailleurs que vous avez cette souplesse. Sinon là, ça poserait souci. Et on serait dans une logique, on va dire, comment on va dire ça, on serait intrusif dans le modèle de l'entreprise que vous souhaitez décliner. Quand je dis on, c'est pas moi, c'est le pouvoir public. Donc cette règle-là, cette formule-là, si vous êtes sollicité en 2024 par des acteurs majeurs qui vous accompagneront, qui vont vous solliciter, assureurs ou banquiers ou acteurs de protection sociale, obligatoirement cette règle-là sera intégrée dans l'accompagnement. J'ai une petite question, vous accompagnez aussi les entreprises quand elles ont déjà un accord qu'elles veulent remettre à jour ? Bien sûr, bien sûr, oui, tout à fait. C'est aussi l'avantage du contexte législatif aussi, ça vous permet pour celles et ceux qui ont déjà des choses en place de rafraîchir un peu tout ça. Il y a aussi des choses qui ont été mises en place pendant la loi Pacte, voilà, qui étaient cohérents et efficients au moment de la mise en place. Peut-être qu'aujourd'hui il y a des choses à rafraîchir, à mettre en place et peut-être en intégrant une réalité qui n'est pas la même que celle de la loi Pacte qui date de 2019. Ok, mais effectivement, si vous avez des choses déjà en place, je vous invite même vivement à le faire. Parce que vous verrez, les acteurs vont aussi se battre sur les supports proposés au niveau des rendements, de la performance de ces supports. Je ne rentre pas forcément dans le détail. Ce qu'il faut retenir de cette slide, c'est que de toute façon, il y a un plafond au niveau des versements possible pour l'entreprise et pour le salarié. Ce plafond, c'est 75% du PASS, plafond annuel de sécurité sociale, qui est de 34 776 € en 2024. Et le plafond de salaire pris en compte, c'est 3 PASS, donc 3 fois 40 et quelques mille euros, un peu plus de 120 000 €. Ok ? Tout le monde peut être bénéficiaire d'une mise en place de participation. Pour les entreprises, comme pour reprendre ce que tu disais Florence, de 1 à 250 salariés. Et l'objectif, il y a 4 piliers à respecter. Une répartition uniforme, extrêmement important.
répartition uniforme entre salariés, donc principe d'homogénéité dans la mise en place, proportionnel au salaire, proportionnel au temps de présence, et en combinant idéalement 3 critères. Donc sur la participation, vraiment ces 4 piliers à respecter, le plafond 75% du PASS, ça s'intègre dans le dispositif de partage de la valeur, ça s'intègre bien évidemment dans les 2 socles que j'ai cités tout à l'heure, plan d'épargne entreprise et plan d'épargne retraite collective, pour mettre en place les avantages fiscaux sociaux qui en découlent. L'avantage de l'accord de participation. C'est pour ça que tout à l'heure, Florent, je te disais qu'il y a des choses qui vont pouvoir être mises en place et déclinées en 2024, dès 2024, en amont donc du 1er janvier 2025. Pourquoi? C'est que la participation, de par son modèle de mise en place, de par les prérequis qu'on a cités tout à l'heure, est un dispositif qui peut être mis en place dès 2024, voilà, sans être dans la fameuse inertie qu'on va connaître juste après sur les autres dispositifs. Et donc pour celles et ceux qui le souhaitent, pour être en accord avec les dispositions de la loi, vous pourrez dès 2024 aborder le sujet au niveau de vos entreprises respectives. Donc je rappelle, participation, règles de calcul, RSP, base prise en compte, bénéfice fiscal bien évidemment, et les 4 critères, les 4 items à intégrer dans la mise en œuvre. Et la participation peut être mise en place dès 2024, puisque vous le verrez aussi dans le formalisme de mise en place, c'est pas quelque chose de très très lourd, c'est un acte managérial fort, on le verra, mais qui, pour moi, aujourd'hui, par rapport aux 4 qu'on va voir aujourd'hui, est un des plus simples à mettre en place. Même si la formule fait peur, il est quand même assez simple à mettre en place. Ça va sur la participation? N'hésitez pas s'il y a des questions. Oui, j'avais une petite question parce que j'ai pas vu la réponse dans la mémoire. L'accord de participation est obligatoire à partir de 50 salariés sur 5 ans. Donc la négociation, c'est quand même un dispositif qui existait et qui était obligatoire. Tout à fait, tout à fait. On pouvait différer s'il y avait 3 ans, s'il y avait un accord d'intéressement. Oui. Est-ce que ce dispositif de report de la participation obligatoire est prorogé par la loi? Oui. Alors c'est pas détaillé dans mon support, mais oui, je vous enverrai les textes si besoin. Et l'écart important à retenir, ça existait bien évidemment sur les entreprises de plus de 50 salariés jusqu'ici. Il y a un point très important qui va différer par contre entre les 11,49 et les 50 et plus, c'est le fameux forfait social. Le fameux forfait social qui s'applique sur le plus de 50, qui ne va pas s'appliquer sur le moins de 50 salariés. D'accord? Mais on va le voir juste après. Mais effectivement, oui, c'est trop. L'accord de participation reste obligatoire pour les entreprises de plus de 50 salariés. C'est ça. Changement. C'est ça. Il n'y a pas d'impact. Et reporté de 3 ans s'il existe déjà un Exactement. Tout à fait. L'intéressement, comme pour la participation, ça s'intègre dans les 2 supports que je vous ai cités tout à l'heure. L'intéressement, pour moi, c'est le dispositif qui intègre le plus, ou en tout cas qui dans sa déclinaison intègre toute la puissance du levier managérial dont vous disposez en tant que chef d'entreprise. Pourquoi? L'intérêt... Comment? C'est pas obligatoire. Non. De la performance. Exactement. C'est-à-dire que... exactement, voilà. Vous avez résumé les choses. C'est que vous pouvez, grâce à l'intéressement, aligner vos objectifs de performance d'entreprise aux objectifs individuels du salarié. C'est important parce que ça permet d'embarquer tout le monde dans un objectif commun dans lequel tout le monde va converger. Et c'est le dispositif qui vous permet clairement d'aligner, et c'est vous qui décidez, puisque ça peut être des critères de qualité, des critères économiques, de performance, etc. Et donc ça vous permet d'aligner vos objectifs de performance d'entreprise à ceux de vos salariés. Donc c'est un des leviers les plus forts
d'un point de vue managérial une nouvelle fois. Encore une fois, vous avez la main pour mettre en place derrière, mais c'est très important de l'intégrer. Jusqu'ici, l'intéressement, c'est voilà, ben, je suis dans une grosse entreprise, il y a un dispositif d'intéressement, voilà, il y a une prime qui est intégrée, qui est versée, etc., etc. Mais on ne voit pas forcément le détail. Et je trouve ça dommage parce que quand c'est bien expliqué, bien appréhendé, bien accompagné et bien piloté, ça a des résultats, enfin franchement, sans commune mesure. Ça permet de fidéliser, ça permet aussi d'attirer des talents. Et ça permet aussi, comme vous le disiez madame, de travailler à la motivation de vos salariés, quoi. Surtout dans des structures plus ou moins grandes, mais managérialement parlant, c'est énorme la puissance de l'intéressement. Comme vous le disiez tout à l'heure monsieur, effectivement les formules d'intéressement sont librement déterminées, vous êtes patron là-dessus. Ça concerne bien évidemment tous les salariés au sens du droit social, les chefs d'entreprise et leurs conjoints collaborateurs ou associés pour les entreprises de 1 à 250, certains mandataires sociaux. C'est plafonné à 20% du total des salaires bruts sur l'ensemble du personnel et 75% du PASS par an par bénéficiaire. Les formules d'intéressement sont librement déterminées. Vous faites ce que vous voulez. Tout ce qui sera regardé dans la mise en place, c'est les 4 piliers qui ressemblent aux 4 piliers de la participation. Répartition uniforme entre salariés, proportionnelle au salaire, proportionnelle au temps de présence et 3 critères. À la différence de la participation, qui va découler d'une logique structurelle d'entreprise, l'intéressement, c'est un levier managérial qui permet de travailler sur 3 dimensions de mon point de vue: fidélisation, attractivité et motivation. C'est un excellent complément de salaire, on va le voir juste après, surtout quand il est mis en place au travers des 2 socles, PE et PERCOL, puisque vous verrez l'écart entre le versement d'une prime classique et le versement de l'intéressement, et pour l'entreprise et pour le salarié, c'est sans commune mesure le gain. Les objectifs doivent être atteignables, enfin les critères, je suppose. Idéalement. Donc c'est négocié quand même. On conseille de le négocier, de le travailler dans une logique de co-construction. Voilà. Maintenant, il faut aussi que ça soit aligné avec vos enjeux aussi d'entreprise et votre vision moyen-long terme de ce que vous souhaitez faire. Mais c'est sûr que si vous mettez en place des critères non atteignables, comme tout objectif, s'il n'est pas smart, vous n'aurez pas forcément le gain, ou en tout cas l'efficience nécessaire derrière, dans la mise en œuvre. Normalement, il est négocié, mais après, justement, si on dit c'est X% du chiffre d'affaires, ça c'est mortel, c'est impossible. Oui, tout à fait. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est dommage qu'on ne le mette pas forcément assez en lumière ou qu'on ne revienne pas dessus. Vous parliez tout à l'heure de remettre un peu au goût du jour les choses. Ça fait partie de ces enjeux, bien sûr. Il y a pas une autorité derrière qui repasse pour juger la pertinence? Non. Sur les critères de mise en place, non. Non. La négociation collective, en fait. Ouais. Exactement. Qui aboutit à l'accord. Exactement. Homologué. Exactement. C'est ça. Quelqu'un même un contre-pouvoir. Et encore une fois, l'objectif, c'est d'être dans la mise en place, c'est bien d'intégrer les principes initiaux du sujet, puisque si c'est pour mettre quelque chose en place, juste pour mettre quelque chose en place, il n'y a aucun intérêt, et pour vous et pour le salarié, quoi. Puisque même quand on regarde les négociations, justement, un syndicat salarié ne va pas mettre l'entreprise à genoux. Ils vont avoir l'intéressement une année, l'année d'après, elle ferme la porte. Ça n'a aucun sens. Donc c'est pour cela que c'est malin. Les négociations sont assez faciles sur les intéressements. Il y a pas un montant minimum, genre participation, intéressement pour faire inférieur à la participation? Non. Oui, donc c'est vraiment négociable. Oui. Avec ces maxima conçus avec. Exactement. Et c'est un mot fort, hein, c'est négocier. Négocier. Donc l'intéressement, un vrai outil de management.
Dans la mise en place, on va avoir comment dire, des principes à respecter, voilà, et on va être dans une inertie incontournable, contrairement à la participation que je vous citais tout à l'heure, puisque l'accord d'intéressement doit être signé obligatoirement dans les 6 premiers mois de l'exercice. Fiscal. Exactement. C'est pas forcément 3 jours. Non, ça va en fonction de votre exercice. Bien évidemment, ça dépend, effectivement. Mais c'est important parce que il faut obligatoirement que ça conserve un caractère aléatoire. Donc il faut que ce soit mis en place dans les 6 mois. Donc que ce soit signé dans les 6 mois de l'exercice pour conserver ce caractère aléatoire. Je vous ai mis à chaque fois les dispositions URSSAF pour que vous soyez bien au fait et que vous appréhendiez au mieux le sujet. Donc contrairement à la participation, l'intéressement, ça respecte un formalisme de mise en place obligatoire. L'abondement, je ne rentre pas dans le détail, hein, comme je vous l'ai dit à chaque fois, ce n'est pas l'objectif de la matinée, sinon on peut passer une matinée par sujet. L'abondement, tout le monde sait ce que c'est que l'abondement. Je ne vais pas trop m'attarder sur l'abondement. L'abondement, c'est la possibilité qui est faite à l'entreprise et aux salariés d'optimiser justement l'épargne salariale et retraite. Et quand je parle d'optimisation, c'est de l'optimisation surtout fiscale et sociale. Ok ? Ce qu'il faut retenir là-dessus, c'est vraiment un chiffre important, même si c'est un nombre, c'est 300% max. On peut abonder au maximum à 300%, que ce soit sur le PU, comme sur le plan d'épargne salariale, comme sur le plan d'épargne retraite. D'accord ? Là, l'abondement, c'est de l'optimisation de trésor, c'est de l'optimisation de rémunération. D'accord ? Là encore, je ne rentre pas dans le détail. Pourquoi ? Parce que vous serez accompagné via des outils dédiés qui sont très bien faits et qui vous seront déclinés, qui seront vulgarisés aussi par des conseillers tels que Mathias, que ce soit pour Harmonie, mais aussi pour votre assureur actuel ou votre organisme actuel qui vous accompagne. Et en tout cas, du coup, ce sera obligatoire de mettre en place l'abondement. On ne peut pas rester à 0% d'abondement. Si vous pouvez. Tout à fait, Il oui. n'y a pas d'obligation de mettre en place l'abondement, c'est à la liberté de l'employeur. C'est ça. Ça reste effectivement à la liberté de l'employeur. Le salarié en fait à épargner et alimenter directement son PEF après. Et c'est pour booster le dispositif aussi. Oui, bien sûr. Moi j'ai une petite question, quelle est la différence entre passer par un organisme comme le vôtre et une banque? C'est une question complexe à laquelle je vais essayer de répondre de manière la plus objective qui soit, même si je ne serai jamais objectif. Moi, ce que j'ai toujours tendance à dire, il y a deux modèles. Il y a un modèle financier, bancaire, voilà, qui intègre des prérequis et une logique, on va dire, de rémunération, notamment sur de l'actionnariat, etc., qui est propre à une entreprise privée dans un régime capitaliste classique. Et puis, vous avez des dispositifs, enfin des organismes qui sont plus dispositifs à vocation, en tout cas à but non lucratif. Voilà. Moi, j'ai toujours distingué les deux en disant Harmonie Mutuelle, c'est un organisme qui relève de l'économie sociale et solidaire et qui est un organisme à but non lucratif puisque, de par son ADN, le mutualisme n'est pas destiné à être lucratif. Par rapport à ça, ça nous permet, nous, en tant qu'acteurs mutualistes majeurs, de pouvoir être dans une logique de, j'ai envie de dire, de partage de la valeur, dans une logique qui est ancrée dans notre ADN, parce que à chaque fois, on est comme une entreprise classique, hein, on ne va pas se leurrer, on n'est pas dans le monde des bisounours, on est là aussi pour avoir des résultats, mais ce qu'il faut vraiment intégrer, c'est que les résultats d'une entreprise qui relève du code de la sécurité sociale ou du code de la mutualité sont pour vocation un réinvestissement au service des adhérents. Nous, les résultats nets, quand ils sont positifs, ils sont toujours réinvestis au service des adhérents. Je vous donne un sujet d'actualité pour Harmonie Mutuelle. On était engagé dans une procédure juridique en lien avec le Mediator. Voilà.
avec le laboratoire Servier. Le laboratoire a été condamné à verser à Harmonie Mutuelle 8,5 millions d'euros. Voilà. Ces 8,5 millions d'euros, on les a réintégrés à notre compte d'exploitation. Voilà. Mais on les a intégrés en provision pour ristourne. Provision pour ristourne, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que ces 8,5 millions, la direction générale d'Harmonie Mutuelle et le président d'Harmonie Mutuelle ont décidé qu'ils seraient réintégrés au bénéfice net des adhérents. Donc pour accompagner des entreprises, pour accompagner des adhérents qui sont en difficulté financière, etc. Ou pour accompagner aussi selon le contexte. Donc c'est juste pour vous dire que on est là pour faire du résultat, bien évidemment, mais il sera de toute façon réinjecté au service de nos adhérents. Deuxième point important, et on n'a pas cette pression des actionnaires pour aller faire, et Mathias en est témoin, on n'a pas une politique commerciale avec nos chargés d'affaires qui consiste à dire on fait du profit pour faire du profit. Quelle que soit la situation de l'entreprise, quelle que soit la situation de l'interlocuteur. C'est un principe fort sur lequel on insiste et pour lequel on met en place des indicateurs de pilotage forts. Il n'y aura jamais un commercial chez Harmonie Mutuelle qui va aller distribuer en étant dans une démarche à contre-courant du devoir de conseil. Ça, c'est extrêmement important. Un adhérent qui n'a pas besoin de la solution qu'on lui propose, on ne lui proposera pas. Et j'insiste là-dessus. Et le deuxième axe qui est extrêmement fort, et là-dessus, on est hyper vigilant, tous les dispositifs qu'on propose intègrent une démarche éco-responsable, une démarche d'entreprise mutualiste à mission. Donc tous les fonds doivent intégrer cette logique-là. Ce qui n'est pas forcément, même si les banquiers aujourd'hui et les assureurs prennent ce virage-là de plus en plus, vous avez beaucoup de communication des banques qui vous disent les supports qu'on vous présente sont développement durable, RSE, etc. etc. C'est très bien, c'est le sens qu'on souhaite donner nous. Nous, on a été très en avance de phase puisque depuis 2018, on proposait déjà ce type de support-là. Et on a intégré depuis juillet 2019, et ça c'est extrêmement fort, le principe d'entreprise mutualiste à mission dans nos fondamentaux réglementaires. Toute notre action est guidée par l'entreprise mutualiste à mission. Voilà. Et c'est quoi la mission? La mission d'Harmonie Mutuelle aujourd'hui, c'est... Bon, voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail de la définition, mais c'est limiter l'empreinte carbone, c'est accompagner nos adhérents en intégrant clairement les valeurs du mutualisme au quotidien, etc. etc. Voilà. Vous avez donc modifié vos statuts? Oui, on a modifié nos statuts en juillet 2019 en conséquence. Donc on est régi, on est encadré là-dessus. Et on est aussi suivi, scruté, et aussi de plus en plus, et ça c'est quelque chose d'assez fort et dont on est très fier, c'est qu'on est de plus en plus... accompagné dans le mouvement, voilà, et je trouve ça extrêmement intéressant puisqu'on voit que c'est un mouvement qui prend de plus en plus d'ampleur. Donc voilà pour répondre à votre question. Maintenant, vous pouvez le dire, la question sur les banques, elle était préparée, non? Alors, c'est pour ça que je lui disais, je vais essayer d'être objectif, mais je ne serai jamais objectif puisque de toute façon j'ai mon idée là-dessus. Voilà. Juste, mais vous avez les supports quand même de placement, c'est du support de marché, c'est les fonds. Bien sûr, c'est des supports de marché, des dispositifs financiers. Ces fonds-là sont des fonds, que ce soit des asset managers de banque ou de mutuelles ou d'assurance. C'est absolument la même chose. Alors, dans la mise en œuvre, c'est la même chose, c'est le même principe. Mais les fonds, ouais, mais les supports. Les fonds, c'est les mêmes. Mais les supports sont importants. C'est-à-dire que vous placez sur un fonds qui a une logique RSE, c'est pas la même chose que si vous placez sur un fonds qui a une logique complètement à contre-courant. Voilà, ça c'est quand même important. Et c'est une démarche éthique aussi. Avec la MiFID d'aujourd'hui, le client, on peut lui dire, je vais placer dans le pétrole ou dans les tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait, et donc, tout à fait. Et ça, les banques aussi le font. Tout à fait. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a de plus en plus de communication des acteurs bancaires là-dessus d'ailleurs. La prime de partage de la valeur, donc PPV, elle peut être attribuée 2 fois par an dans la limite des plafonds. Les plafonds d'Exo, c'est 3 000 ou 6 000 si les entreprises disposent d'un accord d'intéressement. 3 000 hors accord, 6 000 avec accord. On peut placer sur un plan d'épargne salariale, mais aussi sur le Pérou, plan d'épargne retraite obligatoire, peut être versé à tous les salariés, y compris
à tous les salariés, sauf bien évidemment chefs d'entreprise et mandataires sociaux, non éligibles, contrairement au dispositif précédent qu'on a abordé ensemble. La PPV et ce que je vous citais tout à l'heure sur le régime social Juste une petite question, s'ils ont la double casquette, chef d'entreprise et salarié. C'est la quote-part du revenu qui sera intégrée. Okay, oui, tout à fait. C'est la ventilation du revenu. PPV, une petite faute de frappe, excusez-moi, un régime social différencié en fonction de l'effectif. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, le fameux forfait social en dessous de 50, plus de 50. Pour résumer, pour être très simple. Petite spécificité, vous avez jusqu'au 31 décembre 2026 pour respecter 2 critères majeurs. Rémunération jusqu'à 3 SMIC annuels, rémunération inférieure à 3 SMIC annuels, rémunération supérieure à 3 SMIC annuels. Si inférieur, vous êtes dans l'exonération, j'ai envie de dire quasi totale. Exonération de cotisation sociale, exonération de CRDS, exonération d'impôt sur le revenu. Très important. Exonération d'impôt sur le revenu. Jusqu'à 3 SMIC annuels. À partir du moment où on est sur plus de 3 SMIC annuels, assujettissement à la CSG, CRDS et à l'impôt sur le revenu plus forfait social de 20%. D'accord ? En dessous de 3 SMIC, exo total, au-dessus de 3 SMIC, assujettissement. Pour résumer. C'est quand même un principe fort parce que exo d'impôt et exo de charges sociales, jusqu'à 3 SMIC, quand on parlait tout à l'heure en préambule d'optimisation, d'accompagnement au pouvoir d'achat, c'est quand même un élément extrêmement fort. Possibilité d'épargner la PPV dans les PE et PERCOL, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça s'intègre dans les 2 fameux socles, PE et PERCOL. Ça aussi très important puisque il y avait jusqu'ici, quand elle a été mise en place, la prime Macron, quand ça a été présenté et décliné, c'est exo de charges sociales, on essaye de faire en sorte que on puisse verser le plus possible, favoriser, accompagner l'entreprise, etc., etc. Mais on n'avait pas forcément intégré l'optimisation et l'intégration dans ce fameux dispositif, dans ces fameux socles, permettant de renforcer encore sur des logiques encore fiscales et sociales le dispositif et la prime. Obligation dans tous les dispositifs d'épargne salariale d'avoir 2 fonds intégrant des critères extra-financiers dont le solidaire. Je ne rentre pas dans le détail, vous en parliez tout à l'heure monsieur, la mécanique c'est la même bien évidemment, par contre c'est ce que je vous citais, le critère solidaire et le critère RSE sont quand même importants à intégrer dans la mise en place. C'est prévu par les accords. D'accord ? Pareil, je ne vais pas m'étaler sur le sujet, vous y reviendrez au moment venu. Parce que ça, c'est pareil, on peut se prendre une journée dessus. Ok ? Meilleure prise en compte des résultats dans les entreprises de plus de 50. Voilà. L'idée, c'est un peu ce que vous citiez tout à l'heure, madame. Voilà, c'est accompagner, renforcer ce qui est déjà existant. Et le nouveau dispositif, une nouvelle fois, on va le voir de manière plus concrète. Voilà, on va le voir juste après de manière plus concrète, en illustrant prime, pas prime, voilà, pour vous donner un peu une idée de ce que ça peut engendrer en gain de pouvoir d'achat et en termes d'optimisation. Les leviers, encore une fois, on les a déjà abordés tout au long de cette présentation. Premier point, recruter, fidéliser et motiver. C'est des points extrêmement importants puisqu'on a de plus en plus d'entreprises qui remontent qu'il y a de grosses difficultés à recruter. On a de plus en plus de difficultés à attirer les talents. On a de plus en plus de difficultés à garder les talents. Je crois que c'est il y a 2 mois, on a eu un retour de baromètre là, sur l'absentéisme et sur la fidélisation là, qui ont été menées par des organismes indépendants qui mettaient en exergue que 40% des entreprises aujourd'hui indiquent qu'elles ont des difficultés à recruter et plus de 56% remontent des problématiques d'absentéisme, notamment depuis le post-Covid, la généralisation
de certains modes de travail, etc. Et puis la prise de conscience aussi de certains salariés que forcément, ils n'étaient plus forcément engagés sur des logiques de long terme dans des grosses entreprises. Et c'est souvent les grandes entreprises aussi qui le communiquent par rapport à des contraintes qu'on peut vivre et connaître en tant que grande entreprise. Une certaine forme d'inertie ou manque de souplesse qu'on peut retrouver sur une TPE, par exemple. Optimiser la rémunération du personnel, on l'a abordé bien évidemment. Optimiser la rémunération du dirigeant, là aussi, c'est important, on n'en parle pas forcément régulièrement, mais c'est aussi, vous l'avez vu, hein, le dirigeant il est intégré à quasiment tous les dispositifs, sauf celui de la PPV. Donc c'est quand même un point extrêmement fort à souligner. Créer une motivation, vous l'avez dit tout à l'heure, madame, proposer des solutions différentes et adaptées, et ça c'est aussi l'importance à retenir des dispositifs. Vous l'avez vu, c'est des dispositifs souples, c'est des effets qu'on appelle effets tiroirs, où vous avez encore une fois une possibilité de manager vraiment via ces outils-là. Et ça c'est quand même extrêmement fort aujourd'hui, quand on voit que ça répond à quand même beaucoup de contraintes qui sont remontées et qui émanent de la part des entreprises. Et souvent, je lisais quelques verbatim là, des fameux baromètres que je vous citais tout à l'heure. Il y a des DRH qui mettaient, vous savez, dans la case expression, si vous avez besoin d'exprimer certains sujets, c'est j'ai l'impression d'avoir utilisé tous les leviers à ma disposition et j'y arrive pas, ça ne marche pas. Voilà. Ces leviers-là, c'est des leviers supplémentaires, complémentaires, que vous pouvez intégrer, qui sont extrêmement forts quand ils sont bien déclinés, bien appréhendés et surtout qui reprennent bien la réalité de votre entreprise au moment où vous les mettez en place. Franchement, c'est des dispositifs extrêmement forts. On l'a vu tout à l'heure avec l'intéressement, par exemple. Enfin voilà, c'est des actes managériaux forts qui peuvent faire bouger les lignes. Enfin, voilà, vous avez des retours de baromètres que je vous ai mis. Vous verrez tout à l'heure. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que 86% des salariés expriment un accueil favorable, voire très favorable, d'un dispositif d'intéressement et de participation. Parce que c'est vu comme optimisation de la rémunération. Vous l'avez dit tout à l'heure, monsieur, c'est aussi une rémunération, possibilité de rémunération forte. Donc effectivement... C'est même surprenant de ne pas avoir 100%. Oui, et on le voit de plus en plus aujourd'hui, il y a de plus en plus de salariés qui sont plus forcément guidés par la simple rémunération. Voilà, il y a des personnes qui ont d'autres leviers de motivation, d'autres principes. La grosse prime que Hermès a donnée en fin d'année 2023, c'était 4 000 ou 5 000 euros, je ne sais plus. Elle est tombée dans quelle case? Je travaille pas chez Hermès, je vais vous dire. Stellantis aussi. Ouais. C'est des très très grosses sommes. Ouais. Je ne sais pas dans quelle case elle est tombée. Eh ben ça dépend en fait. Ça dépend en fait de ce qui a été. J'ai déjà vu des plus grosses sommes. Ouais, peut-être. Ça dépend en fait. C'est à la main de l'entreprise et du salarié. On va le voir juste après. Soit le salarié la récupère en prime directe, mais là du coup elle est taxée. Bien sûr. Soit il l'intègre dans les dispositifs qu'on vient d'aborder, les deux fameux socles, et là il renforce encore l'impact et la puissance de la prime. Et donc quelqu'un qui veut optimiser fiscalement et socialement, il réintègre sa prime dans un PE ou dans un PERCO. Prime sur salaire, prime ESR et prime ESR investie dans un plan. 1 000 euros de prime, montant net perçu par le salarié, 378 euros. Après charge patronale, forfait social, charge salariale, CSG, CRDS, impôt sur le revenu du salarié. 1 000 euros, 378. Prime ESR perçue. Donc là, c'est l'exemple que vous citez, monsieur, tout de suite. Là. Hermès, j'ai touché 1 000 euros, je prends les 1 000 euros. Direct. Pas de charge patronale. Charge salariale, impôt sur le revenu, 659 euros. Prime ESR investie dans un plan, donc PE ou PERCO, 903 euros, montant net perçu par le salarié. Quand je vous... Quoi le ESR? Épargne salariale et retraite. C'est-à-dire que l'employeur a fait le choix de verser cette prime sur le voilà, vous avez la liberté de soit de les mettre sur les dispositifs PE-PERCOL,
ou bien directement de l'apercevoir. C'est ça. C'est une démonstration. Voilà, Oui, c'est un schéma qui est... J'avais eu le choix, en fait, en tant que salarié, il y a très longtemps. Monsieur, vous avez une prime, vous choisissez soit de le mettre sur le PERCO, mais vous ne pouvez pas y toucher avant 5 ans. Ouais, Oui. Vous ne pouvez pas y toucher avant 5 ans. Tout à fait. Ou, si vous voulez l'argent tout de suite, vous le prenez sur votre salaire, mais bien sûr, vous serez plus taxé, quoi. C'est ça. Exactement. C'est exactement ça. Et ben vous avez résumé. À moi de choisir. Ouais. Vous avez résumé. Donc ce schéma-là, c'est le schéma le plus explicite et qui vient traduire de manière très concrète tout ce que je viens de vous citer. Est-ce qu'il y a des questions? Je suis presque pile poil dans le timing. Pour les dispositifs d'intéressement, donc vous parliez là, de la mise en place de la mutuelle en 2015 qui était plus pour permettre certaines entités pour être dans la loi. Oui. Donc à supposer que voilà, on n'ait pas le recul et le temps de choisir la bonne solution cette année, qu'on choisisse donc un dispositif qui ne sera pas forcément le plus pertinent, mais qui nous permettra d'être en règle cette année. Est-ce que si dans un an, dans 2 ans, dans 10 ans, là, on se repenche sur le sujet, qu'on identifie donc un dispositif d'intéressement plus pertinent, plus adapté, est-ce qu'on peut le substituer à l'existant ou est-ce que ça vient s'ajouter à celui qui est mis en place? Les deux. Vous mettez en place aujourd'hui un dispositif, de toute façon, vous l'avez vu, c'est le principe des fameux tiroirs, compartiments, etc. C'était aussi un des principes de la loi PAC de 2019, c'était simplifier au maximum et créer vraiment des passerelles entre les différents supports et les différents dispositifs existants. Voilà, c'est beaucoup plus horizontal que ça ne l'a été. Voilà. C'est beaucoup plus souple aussi, beaucoup plus simple et fluide à mettre en place. Maintenant, voilà, comme je vous l'ai dit depuis le début, l'idée c'est d'être dans le dispositif qui répond à votre problématique opérationnelle au moment où vous le mettez en place et à la réalité de vos enjeux. Voilà. La réalité de vos enjeux, c'est lié à votre entreprise, à votre quotidien. Il y a un sujet de management, un sujet d'attractivité, un sujet... Bref, vous mettez en place le dispositif et ensuite... vous bougez les curseurs selon l'évolution de votre entreprise, selon le modèle social aussi de votre entreprise au moment où vous abordez le sujet. Enfin, voilà. Mais c'est quand même beaucoup plus souple, beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide, et c'est ce qui était voulu par le ministre de l'économie très tôt au niveau du premier quinquennat. Voilà. Comme tout accord collectif, ça a une durée. L'accord collectif, il va avoir une durée que vous Tout à fait. dans votre accord collectif. Vous pouvez le renégocier, vous Tout à fait. le changer. Durée minimum de 1 an. Selon les règles de la convention collective, enfin de la négociation Oui. collective. Et très important, c'est ce que disait Mathias. Vous avez une durée minimum de 1 an sur un accord de participation et d'intéressement et qui peut aller jusqu'à 4-5 ans en fonction de... Voilà, et donc vous pouvez le revoir chaque année si vous avez des corrections à apporter. Voilà. D'autres questions? En termes de conformité par rapport à la loi, est-ce que le fait de verser une PPV chaque année, ça permet d'être conforme par rapport à ce qui arrive en 2025 ou pas? Oui. Oui. Même s'il n'y a pas de sous-jacent, de PER Si, alors il faut de toute façon les 2 socles. C'est une obligation. Ok. Vous devez mettre en place les 2 socles et le simple versement de la PPV jusqu'ici ne suffit pas. Ne suffit pas, donc il faut qu'il y ait un Exactement. de Oui, Ce qui exactement. change au 1er janvier 2024, c'est que d'ores et déjà, si vous souhaitez continuer pour celles et ceux qui déjà faisaient bénéficier à leurs salariés d'une prime Macron, devront ouvrir pour celles et ceux qui ne l'ont pas ouvert un dispositif d'épargne salariale depuis le 1er janvier 2024 pour verser cette prime. Tout à fait. Oui. Si ce n'est pas fait, directement cette prime sera fiscalisable pour le salarié. Exactement. Est-ce que vous accompagnez les entreprises sur la démarche RSE, justement? Tout à fait, oui. Parce que le calendrier concorde entre la dernière réglementation CSRD, ESG et Oui. 2026-2027 pour les PME. Oui, on accompagne. Par rapport aux pressions de leurs clients grands comptes.
On accompagne sous divers aspects, divers formats aussi, et on a aujourd'hui une direction santé écologique qui est créée chez Harmonie Mutuelle, dont c'est l'objectif justement. Voilà. C'est d'accompagner les réseaux, voilà, pour répondre exactement aux problématiques que vous venez de citer. Voilà. Bilan carbone et tout ça. Je reviens à ma question sur le PE. Si on ouvre un plan épargne d'entreprise et qu'on verse des PPV, le salarié a toujours le choix soit de la recevoir en direct, soit de l'épargner. Bien sûr. Tout à fait. On n'est pas garanti que le plan sera alimenté en fait. C'est pas non. On peut le mettre en place et qu'il soit coquille vide comme on dit. Ok. Oui. Mais, donc là pour le coup on serait conforme malgré tout. Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui, tout à fait. Je ne sais pas si on vous a expliqué, je ne me rappelle plus tout à l'heure, mais il y a les deux dispositifs PE et PERCOL. Horizon 5 ans pour le PE oui. Et horizon retraite pour le PERCOLI. Avec des cas de déblocage, bien évidemment. Voilà, plus de cas de déblocage sur le PE oui. Et un peu moins de cas de déblocage sur le PERCOLI. Des exemples de cas de déblocage, c'est naissance, décès, liquidation, mariage, Pax, voilà. Acquisition, exactement, tout à fait. Ça, vous aurez l'exhaustivité. Moi j'ai une question, quand la PPV est versée, y a-t-il obligation pour l'employeur de proposer justement de la positionner sur un PE ou pas? Il va y avoir de toute manière cette obligation. Oui. Parce qu'en fait, dans l'entreprise dans laquelle je travaille, on a commencé à verser la PPV. D'accord. Qui est donc juste versée aux salariés, donc fiscalisable. Puisqu'en fait, vous l'avez versée en 2023? Non, on a commencé à la verser cette année. En 2024, et donc vous avez un dispositif, j'imagine. On n'a pas de dispositif justement derrière. Ok, donc elle est fiscalisable pour le salarié. Oui. Complètement. Oui. Ouais. Oui. Donc si toutefois le coût franchement est minime pour l'employeur de mettre en place ce dispositif. Et puis après, derrière, le coût pour l'employeur aussi, pour les salariés qui souhaitent épargner leur prime ou bien verser directement, faire des versements volontaires, il est minime. Donc nous, en tant qu'assureur, on va facturer uniquement les comptes actifs directement des salariés qui auront épargné cette prime. C'est aussi important de le rappeler. D'accord. Merci. Et pour le cas des entreprises de travail temporaire, c'est les équivalents temps plein qui sont retenus pour l'effectif? Équivalent temps plein, tout à fait. Alors là, si on part d'une feuille blanche, on ressort de cette réunion, on part d'une feuille blanche, c'est quoi les étapes clés à part vous contacter? Non, contactez les personnes qui vous accompagnent jusqu'ici dans un premier temps. Vous parliez tout à l'heure de remettre à plat des choses, etc. Nous, bien évidemment, on ne va pas vous dire le contraire, on serait les premiers heureux si vous nous contactiez. Ce qu'il faut vraiment vérifier, c'est déjà si c'est existant, qu'on respecte bien les prérequis qu'on vient d'aborder ensemble. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, vous le disiez, madame, vous versez aujourd'hui des primes PPV, c'est fiscalisable, vous avez des dispositifs qui vous permettent d'optimiser pour vos salariés cette PPV. Et vraiment retenir les deux fameux socles, PE, PERCOL, plan d'épargne d'entreprise, plan d'épargne retraite collective. C'est vraiment des dispositifs qui sont là pour favoriser l'épargne et optimiser justement les rémunérations. Voilà. Donc, deuxième point, c'est vraiment vous assurer que vous mettez en place ces deux dispositifs-là, ces deux socles-là. Comme le disait Mathias, le PE, par exemple, il n'y a pas un investissement extrêmement conséquent pour vous de le mettre en place en tant qu'employeur. Ce qui va être important, c'est qu'est-ce que vous en faites, vous, demain, managérialement parlant, et comment vous l'accompagnez, comment vous le déclinez pour vos salariés, et comment vos salariés ont envie derrière de l'alimenter. C'est ça qui est important. Si vous allez voir un salarié et que vous lui dites bah voilà, tu as touché 3 000 euros et quand on enlève l'impôt sur le revenu, et ben en fin de compte c'est plus 3 000, c'est 2000, 2002, 2003, enfin bref. Alors que si tu la places en PE ou en PERCOL, bah ça reste 3 000 euros que tu pourras sortir dans 5 ans minimum sur le PE ou avant si cas de déblocage avéré. Enfin, voilà, c'est quand même pour vous, en tant qu'employeur, vous accompagnez le pouvoir d'achat de vos salariés. C'est quand même important, quoi.
Donc c'est le deuxième point. Et puis le troisième point, faites-vous accompagner sur la mise en place et sur le formalisme de mise en place. Très important. Parce que même si quand on est dans le domaine et qu'on baigne dedans au quotidien, ça nous paraît simple, c'est pas forcément simple. Et je ne me suis pas attardé sur les choix des supports existants et dispositifs de performance. Rien que sur ça, vous pouvez passer une demi-journée facile avec votre conseiller sur le choix du bon support, sur une stratégie bien définie, court, moyen, long terme. Enfin voilà, il y a plein de sujets comme ça. Et c'est à la fois hyper vaste, mais c'est hyper intéressant, quoi. Franchement, quand vous en faites des leviers managériaux, pour vous, c'est un pouvoir extrêmement puissant, c'est sûr. Voilà. Justement, les choses qui disent souvent dans les entreprises, généralement les salariés sont soit mal informés, soit eux placent de leur côté. Et l'avantage, en tout cas, moi, à mon sens, le pouvoir de ramener ça au cœur de l'entreprise, c'est mettre à disposition des plans d'épargne pour les salariés dont ils ont connaissance. Exactement. Maintenant, on va à droite à gauche, on ne sait pas trop comment faire, mais ça permet en tout cas pour attirer des collaborateurs en leur disant, voilà, on a ces plans-là qui existent, on vous accompagne, on vous explique, pour pouvoir regrouper tout ça au sein de l'entreprise et moins être un casse-tête. Tout à fait. Toute personne en tant que salarié, c'est un casse-tête pour savoir je vais, pourquoi, comment. Exactement. Si on nous l'explique dans l'entreprise, ça permet d'avancer plus. Et puis souvent, c'est marrant, mais vous avez, quand vous posez le sujet et vous faites le sondage au niveau de vos salariés, vous pouvez en avoir. Moi, j'ai ça chez ma banque, moi, j'ai ça à la poste, j'ai ça là. Enfin, ça permet de faire converger les revenus, enfin les placements, et d'optimiser. Oui. Et quand le collaborateur change d'entreprise, avant 5 ans, ça le suit. Exactement. Exactement. Ouais. C'est aussi un des avantages forts. C'est pas un fil à la Non. Et vous avez bien sûr cette possibilité depuis la loi PAC de faire des transferts également de dispositifs que vous avez pu avoir dans une précédente entreprise ou un dispositif que vous aviez en tant que particulier, individuel. Ça, c'est la souplesse aujourd'hui de et ça, ils ne sont pas informés parce que généralement, ils arrivent dans les entreprises avec des supports en toutes les entreprises. Et on a des générations qui changent beaucoup d'entreprises. Et donc aujourd'hui, ils ont plein de supports partout. Si on arrive à les accompagner pour qu'ils regroupent tout au même endroit, ça sera profitable pour eux aussi. Exactement. C'est le même principe pour vulgariser, je dis ça souvent en plaisantant, mais des fois on paye pléthore d'assurance alors on paye plusieurs fois la même assurance sans le savoir. Donc là, il y a le même sujet pour l'épargne retraite. Est-ce que vous accompagnez sur le plan de com interne dans l'entreprise pour valoriser justement... Oui, alors nous, chez Harmonie Mutuelle, on accompagne bien évidemment et on met aussi en place ce qu'on appelle un modèle opérationnel qu'on trouve fort et puissant, c'est ce qu'on appelle l'agence en entreprise. C'est-à-dire qu'on met en place les dispositifs et ensuite on met à disposition nos conseillers d'agence pour se déplacer au sein de vos entreprises et accompagner. Donc c'est vraiment dans le temps et c'est aussi l'intérêt du dispositif. C'est pas, enfin, vous l'aurez compris, c'est pas quelque chose qu'on met en place à un instant T et qu'on laisse traîner pendant des mois ou des années. C'est quelque chose qu'on doit faire vivre. Et nous, on vous accompagne pour faire vivre ces dispositifs. Voilà. Merci pour votre attention.